Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs et aujourd'hui je vous présente Mélodie. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter? donc je suis Mélodie Ladra, j'ai 28 ans, et comment me présenter? En fait, je suis dans la vie de tous les jours, psychologue à l'aide sociale à l'enfance, mais je suis aussi passionnée de jeux et avec, un parcours dans le milieu du jeu où j'ai eu plusieurs, rôles différents. Est-ce que justement tu peux expliquer ton parcours, ce que tu as fait comme études et comment tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors j'ai commencé par des études de photographie et puis, au cours de mes études de photographie en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose qui m'a enfin voilà, je vais faire, de manière rapide, mais, qui m'a permis de me réorienter ensuite vers la psychologie, de me rendre compte en tout cas que c'était ce domaine-là qui m'intéressait et puis, surtout le relationnel avec l'humain. Et pendant mes études de psycho, donc lorsque j'étais en licence 3, j'ai travaillé en boutique de jeux, donc en vente chez Sortilège à Tours, en parallèle de mes études. Voilà, sur le début de mon parcours. Et puis par la suite, en fait, en travaillant dans cette boutique de jeux, ça m'a permis aussi d'avoir une veille ludique plus active, de connaître un peu plus de choses du milieu et donc d'avoir envie d'en parler davantage aussi. Ce qui m'a amené à créer un compte Instagram, donc sous le nom de Meeples Bubbles. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'occuper d'une boutique de jeux de société et pourquoi tu l'as arrêté? Bon, en tant qu'étudiante, j'avais envie de gagner un peu d'argent. Déjà, c'était un peu l'idée. Joueuse depuis toujours, en fait, parce que dans ma famille, tout le monde joue. C'est, voilà, à chaque Noël, on s'offre des boîtes de jeux. Enfin, c'est de manière générale dans la famille, on joue beaucoup. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé plus tard pour moi. Donc forcément, quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai commencé à chercher dans des milieux qui m'intéressaient. J'ai aussi fait un petit peu de théâtre d'improvisation. Alors, se mettre en scène, par exemple, c'était pas gênant. Donc, en fait, pour commencer, j'ai cherché dans des entreprises d'escape game et j'ai vu qu'il y avait cette annonce aussi chez Sortilège, donc à laquelle j'ai postulé. Pour la petite anecdote, c'était sûrement là que j'ai fait mon premier prototype de jeu parce que quand j'ai postulé chez Sortilège, enfin, j'avais vraiment très envie de ce poste. Je me suis dit qu'il fallait que ma candidature se démarque un peu par rapport aux autres et que, bah, enfin voilà, postuler dans une boîte de jeu, on avait envie de faire quelque chose d'un peu ludique aussi. Donc à l'époque, en 24 heures, parce que je voulais aussi candidater rapidement, j'ai créé un petit, on va dire un petit jeu, mais qui s'appuie un peu sur le principe du blanc manger coco, où il y a une carte type et puis où tout le monde doit donner une carte de sa main pour répondre à ce qui est proposé. Là, c'était simplement la carte type, c'était un client qui arrive en boutique de jeu et qui demande bah, un jeu pour jouer avec ses amis ou un jeu pour faire jouer sa grand-mère qui joue jamais ou enfin voilà. Et puis chacun dans les mains a des boîtes de jeux et doit proposer la boîte de jeu qui correspond le mieux à la demande finalement. Donc ce qui me permettait moi de mettre en avant aussi les jeux que je connaissais déjà à ce moment-là. Est-ce que tu peux expliquer un peu le parcours du combattant pour créer un jeu de société? Là, c'était pas encore vraiment un vrai jeu, on va dire. J'ai commencé vraiment à créer des jeux qui a à peu près un an. Alors, j'ai eu beaucoup d'idées en tête avant ça, des idées que je notais sur un cahier et puis qui qui restait sur un cahier finalement, parce que c'est assez difficile déjà de passer au concret ces idées-là. D'autant que quand on les passe au concret, on se rend compte bien souvent que ce qu'on a imaginé, bah, ça ne marche pas du tout de la même manière dans les faits et que donc il faut vraiment revoir tout ça. Donc oui, j'avais beaucoup d'idées en tête, mais jamais j'avais réussi à passer ça au concret. Et puis un jour, j'ai proposé donc dans un groupe d'amis joueurs de réaliser une soirée proto et je me suis dit que ce serait peut-être un peu le moyen aussi de me pousser à faire du concret finalement et à sortir ses idées du cahier pour créer. Dans ce groupe-là, Florian Siriex, qui est auteur de jeux déjà bien installé, avait répondu présent pour cette soirée proto. Donc on avait commencé à bidouiller des petites choses ensemble, qu'on a continué à travailler ensuite. Voilà, et donc c'est vrai que le parcours de création d'un jeu, alors de la première idée jusqu'à la sortie en boutique, maintenant que je baigne un peu dedans, je me rends compte qu'il est particulièrement, enfin qu'il peut être particulièrement long. C'est pas le cas pour tous les jeux, mais effectivement, il y a déjà voilà le fait de d'avoir ces idées, de les mettre en place, de les créer matériellement, de faire des parties pour voir si ça marche ou non.
ça marche pas, donc on recommence. C'est beaucoup, beaucoup de tests avec le plus de monde possible pour avoir les retours, se rendre compte de comment ça prend auprès des joueurs, ce qui marche pas, ce qu'il faut corriger. Et puis après, il y a aussi le fait de devoir réussir à trouver un éditeur à qui ça plaise. Avec le marché du jeu tel qu'il est aujourd'hui, je pense que c'est aussi compliqué parce que il y a déjà beaucoup de jeux qui sortent chaque année, donc il faut réussir à se démarquer en fait de ce qui existe déjà, de tous ces jeux, dans tous ces jeux qui sont déjà sortis dans les jeux à venir. Donc je pense que les éditeurs cherchent beaucoup ça, en fait. Le petit truc qui fait dire, ah tiens, ça c'est nouveau. Mm. Et ce qui est pas facile à trouver, finalement. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux expliquer justement bah, la peur de ne pas créer un jeu qui existe déjà? Je sais pas si c'est une peur que j'ai vraiment, ça, parce que enfin, en fait, je travaille forcément avec mon référentiel à moi, donc avec les jeux auxquels moi j'ai déjà joué, ce que je connais du monde du jeu. Forcément, je vais pas reproduire un jeu que moi je connais. Effectivement, dans tout ce qui existe, probablement qu'il y a des choses qui vont être similaires, mais finalement, même sur le marché du jeu, dans les jeux qui sortent, hein, il y en a beaucoup qui se ressemblent ou qui peuvent être euh, en tout cas que le public peut rapprocher les uns des autres. Je pense pas que ce soit vraiment une crainte que j'ai, d'autant que quand on fait jouer le prototype, on a des retours des gens qui peuvent nous dire assez facilement, ah bah tiens, justement, ça me fait penser à ce jeu-là ou à ce jeu-là. Donc après, forcément, on va se renseigner, on regarde ce qu'il en est. Mais après, je pense que c'est peut-être aussi de l'ordre du travail des éditeurs ensuite quand on présente le jeu que de savoir voilà si vraiment ce jeu-là est innovant, si c'est quelque chose qui existe déjà ou pas, et à quel point il peut se démarquer. Et est-ce que tu peux parler, bah, du coup, tu participes régulièrement à des festivals de jeux de société? Ouais, ça m'arrive régulièrement. Alors on va dire que ça fait 3 ans à peu près que vraiment j'essaye d'être le plus présente possible sur les festivals. Donc avant même finalement d'être autrice de jeux, déjà enfin parce que je suis passionnée de jeux et que j'avais envie de découvrir tout ça. Aussi parce que sur les réseaux, du coup, il y a quand même une communauté importante de joueurs passionnés et avec qui j'échange beaucoup. Et donc se rencontrer sur les festivals, c'est des moments hyper chouettes. Donc c'est vrai que oui, ça fait 3 ans que j'essaye de faire le plus de festivals possible, avec mes jours de congé comme je peux, quoi. Mais donc oui, j'ai pu faire Paris et Ludique, j'ai pu faire l'Alchimie du jeu à Toulouse, j'ai fait le Festival de Cannes 2 fois. Là, bientôt, je serai à Vichy Pro. Voilà, j'essaye de faire au maximum. Oui, on a fait le festival de jeux de société à Parthenay. Appartenait, c'est ça. C'est ça. Et puis qui sortait un peu du monde du jeu, mais que moi je peux rapprocher à mon expérience au niveau du jeu parce qu'elle m'a servi, en tout cas pour travailler sur un autre prototype. Très récemment, j'ai fait la Japan Expo, à laquelle j'ai pu aller parce que j'avais participé à une game jam organisée par Paris et Ludique et le Val des Jeux, donc qui sont 2 festivals de jeux, Paris et Ludique n'ayant pas lieu cette année à cause des Jeux Olympiques. Et le gain de cette game jam, c'était de pouvoir présenter le prototype sur différents festivals, donc Paris et Ludique l'année prochaine, le Val des Jeux cette année et puis la Japan Expo, mais qui arrivait très rapidement après la Game Jam, puisque c'était un mois après la fin de cette Game Jam. Donc, on a remporté la Game Jam avec un prototype qui a plu au jury, mais qui reste un prototype créé en moins de 48 heures, donc forcément un peu bancal et sur lequel il faut continuer à travailler. Au début, on s'est pris un peu cette pression de dire, oh, OK, dans un mois, il faut le présenter à la Japan, c'est particulier. Et puis finalement, c'est la Japan qui nous a servi à le travailler, d'avoir les retours des gens. On a fait 4 jours de Japan et sur les 4 jours, il n'y a pas 2 jours où on a présenté exactement le même prototype parce qu'à chaque fois, on le retravaillait progressivement. Et du coup, c'est ça aussi qui te permet d'avancer dans tes prototypes ou d'arriver au jeu final, c'est surtout d'avoir le retour des personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de tests et donc c'est de pouvoir faire jouer les parties au plus de monde possible à différents types de publics, des gens joueurs mais aussi des gens qui jouent un peu moins pour voir à quel point voilà, le jeu est facile d'accès ou pas, peut être compris par tout le monde, pour voir ce qui fonctionne pas. Et puis il y a aussi le fait que dans certains jeux, il y a des configurations qui ne marche pas, mais il faut expérimenter plein de parties pour tomber sur ces configurations-là et se rendre compte que, ah oui, là, on a un bug et donc ça va falloir le corriger. Puis les Et retours des gens sont toujours très intéressants aussi, ne serait-ce qu'en termes de ressenti et d'émotion. Qu'est-ce que leur procure le jeu quand on leur présente? Ça, c'est des choses sur quoi on s'appuie aussi. parce qu'on a tendance à présenter à ses amis et sa famille, sauf que souvent, ils osent pas dire la vérité pour te faire plaisir, en fait. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils osent pas dire la vérité? Je sais pas, parce que dans
l'idée et je pense qu'ils ont envie de nous aider aussi. Au-delà de nous faire plaisir, ils ont envie de nous aider. Maintenant, forcément, il y a un biais qui fait qu'on a envie d'aimer ce que nous présente quelqu'un qu'on apprécie. Peut-être pas le public le plus objectif sur ce qu'on va leur présenter. Donc, c'est pour ça qu'aller faire jouer sur des festivals, c'est intéressant. Mm. Est-ce que tu peux parler bah, justement du jeu de société, enfin le contrat que tu as réussi à signer? Oui, donc c'est ce fameux jeu sur lequel je travaille avec Florian Siriex donc depuis l'été dernier. En fait, on a commencé en août dernier à travailler dessus, qui partait d'une idée qui forcément a complètement changé depuis, parce que, enfin voilà, au fil des parties, au fil des tests, on se rend compte que ça marchait pas. Au début, on était sur un jeu dans lequel on jouait des voyageurs qui avaient visité différents pays du monde et qui avaient pu, dans chacun de ces pays, déguster des spécialités locales et qui arrivaient dans notre auberge et nous demandaient de leur servir un plat en particulier. Et donc, il y avait de la gestion de ressources, un système de draft, voire même de double draft, puisqu'on draftait les voyageurs et les ressources, les ingrédients, pour pouvoir leur servir. Et puis c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler un peu dans tous les sens, mais avec des retours qui n'étaient pas incroyables. Et même nous, on n'était pas complètement convaincus de notre proposition finalement. Il y avait des choses qu'on aimait bien dedans, notamment notre système de draft qui était un peu particulier, mais il manquait quelque chose. Donc ça, jusqu'à encore l'alchimie cette année. Donc en avril cette année, on avait encore cette version-là. Et puis rentrée de l'alchimie, après avoir eu différents retours, enfin notamment après avoir échangé avec Monolith, on s'est dit qu'il fallait retravailler un peu certaines choses pour rendre le jeu plus accessible. En tout cas, c'était un peu ce que nous était demandé par Monolith. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a réduit le nombre de cartes, puisqu'on jouait à la base, c'était du tableau building. On jouait sur un tableau de 4 par 4 cartes. Là, on est arrivé on a simplement 4 cartes devant nous qu'on joue, mais on n'a que 4 emplacements. Donc, il y a un moment où il va falloir réussir à les réaliser dans le bon timing pour pouvoir mettre de nouvelles cartes. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, qu'en faisant ça, on n'avait pas forcément simplifié le jeu, mais que c'était un jeu qui nous plaisait davantage. Donc, on a quand même continué à travailler dans cette direction-là. Et on a tout rethématisé aussi pour que la thématique porte davantage cette mécanique finalement où avant c'était pas flagrant, pas évident. Et donc aujourd'hui, on est dans un univers viking où on prépare finalement une expédition viking. Donc on a notre Jarl et puis nos différents vikings à équiper pour qu'ils puissent partir sur le Drakkar. Ces quelques modifications, on les a fait après le festival donc, de Toulouse. Je pense que ça correspond, enfin c'est assez impressionnant, mais 10 jours après, Florian donc l'a présenté à 2 éditeurs de jeux, donc à Catch-Up, je crois, et puis à Ludonote. Et puis en attendant d'avoir voilà, des retours, savoir si on se plantait dans la direction qu'on était en train de prendre ou pas, si ça pouvait fonctionner, etc. Et je me souviens qu'après ça, enfin voilà, 3 jours après qu'il m'ait dit qu'il leur avait présenté le jeu, je reçois un coup de téléphone de Ludonote qui me dit enfin de Cédric de Ludonote qui me dit qu'ils sont prêts à signer le jeu. Donc c'était vraiment la bonne nouvelle à laquelle je m'attendais pas forcément à ce moment-là en tout cas. Ok, et là c'est récemment en fait. Ouais, c'est hyper récent, c'est depuis avril, ouais. Ouais, non, l'alchimie du jeu était la première semaine de mai, donc oui, c'est même tout début juin puisque je suis allée signer le contrat mi-juin finalement. Mm. Et tu as pu refaire tester ton jeu à Partenay ou pas Oui, forcément? Ouais. oui, 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 à Parthenay, j'en ai profité. Alors, pas énormément, mais j'en ai profité. J'ai surtout fait tester le jeu à des personnes que je connaissais, pour le coup, à Parthenay. Mais parce que là, on essayait de retravailler certaines choses et de prendre une direction un peu différente. Donc, ça permettait de voir si ce qu'on projetait, ça fonctionnait en jouant. C'était pas le cas. Mais du coup, ça nous a permis voilà, de savoir à quoi fallait qu'on s'accroche et comment continuer à travailler les choses. J'en ai profité. Enfin, voilà, j'ai d'ailleurs vu Cédric aussi de Ludonote là, appartenait pour pouvoir échanger avec lui du jeu. Au début, c'est toi qui as créé avec ce que tu avais chez toi. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il en est pour plus tard? Comment créer le jeu? Ouais, physiquement, pour l'instant, on est toujours sur des formes de prototypes. Donc en fait, moi, comme c'est mon premier jeu, je vais même pas savoir te répondre jusqu'à la fin du processus, puisque j'en suis à peu de temps après la signature finalement. Après, évidemment, l'idée, ça va être de travailler avec un illustrateur ou une illustratrice. Et sur la suite, finalement, faudrait que je revienne peut-être dans quelques années pour te répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est encore sur des versions prototypes imprimées avec ce qu'on peut et bidouiller comme on peut. En tout cas, c'est suffisant pour pouvoir jouer le jeu et se rendre compte des sensations que ça apporte, quoi. Et justement, est-ce que tu peux parler un peu du contrat? C'est un contrat d'1 an?
il y a écrit quoi dans ce contrat? Aussi un peu, tout ce qui est peut-être la partie rémunération? Je sais pas comment. Alors quand on est auteur de jeu, on touche une rémunération, sous la forme d'un pourcentage en fait à la vente des boîtes de jeux. En tout cas, la vente de l'éditeur, au distributeur, enfin au distributeur ensuite. Alors j'ai peur de dire des bêtises donc je vais être hyper vigilante, mais encore une fois, comme c'est mon premier jeu, voilà. En tout cas, on est rémunéré sous la forme d'un pourcentage. Sur le contrat est indiqué, a priori la date à laquelle on souhaite, faire paraître le jeu, donc pour laquelle on va travailler pour pouvoir sortir ce jeu à cette date, enfin, en tout cas on l'espère, approximativement. Et puis, le nombre d'exemplaires au premier tirage. Donc là, on serait sur un premier tirage à 5 000 exemplaires, en sachant que voilà, c'est des tirages qui peuvent ensuite être, reproduits ou non en fonction de, bah, comment ça fonctionne et de la demande, ensuite du public, quoi. OK, et le contrat du coup, ils disent, une date, donc souvent c'est 1 an, 2 ans? Alors, c'est pas je peux pas dire souvent parce que j'ai pas l'expérience d'eux. Je sais qu'il y a des jeux pour lesquels ça va très, très vite parce que c'est des plus petits jeux, c'est des petits jeux de cartes ou parce que l'éditeur a été tellement, touché et impacté par ce jeu-là qu'il a envie de le sortir très rapidement, qu'il se dit que ça va fonctionner là, maintenant et que c'est le moment. Et puis, sans doute aussi qu'il y a des contrats où c'est plus long parce que soit l'éditeur a déjà plusieurs projets en cours et du coup, l'idéal c'est de le faire par la suite, ou pas. Nous, en tout cas, on est sur une sortie prévue pour 2026, à peu près 2 ans, Vous êtes continuer à travailler dessus. Le jeu là a été signé, dans sa forme de prototype, donc dans sa forme de jeu non fini et à continuer, à développer avec l'éditeur directement. et vous êtes 2 auteurs à créer le jeu? C'est ça. Et du coup, concernant la rémunération, donc tu te dis c'est un pourcentage et je sais que donc que les auteurs souvent vous êtes pas rémunérés beaucoup, donc je pense que ça doit être 2 ou 3 et ou 4 et si vous êtes 2, bah, du coup c'est 2 chacun quoi, en gros. Ouais. Alors, en réalité, là, enfin, moi, sur ce que j'ai signé, je suis assez transparente avec ça et je crois que c'est à peu près la moyenne de ce qui se fait, chez les éditeurs. C'est un contrat à 8, mais effectivement, c'est divisé puisqu'on est plusieurs auteurs et puis c'est pas 8 du prix de vente en boutique, c'est 8 du prix de vente, avant que ça arrive jusqu'à la boutique. Donc, c'est voilà, ça reste peu sur une boîte de jeux. Après, forcément, on comprend aussi, il y a tout le travail de l'éditeur, il y a tout le matériel, enfin, ne serait-ce que le coût de production, c'est sans doute ce qui prend la plus grande partie du prix, d'une boîte de jeu. Donc, ouais, voilà. Et tu arrives à trouver du temps, à côté de ton boulot pour, avancer sur ce projet? Ça, c'est ce qui est le plus compliqué finalement. J'ai plein d'idées, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont écrites dans des cahiers, j'ai envie de faire des choses et je peine à trouver le temps ou l'énergie pour m'y mettre, vraiment, au mieux. J'aimerais pouvoir y consacrer plus de temps et du coup, c'est quelque chose qui me frustre assez. Alors c'est, plutôt facilitateur quand on est plusieurs à travailler sur un projet parce que, bah, il y a l'autre qui nous relance ou on travaille à 2 et forcément ça crée une dynamique. Il y a un peu ce que j'aime bien dans ce travail à 2, c'est cette espèce de balle de ping-pong où quelqu'un donne une idée, puis l'autre rebondit dessus, puis au final ça devient autre chose, mais c'est vraiment par l'échange que le jeu, se crée en fait. Sur les prototypes que j'ai toute seule, c'est plus difficile. Il y a j'ai des débuts de choses, mais sur lesquels j'arrive moins à consacrer de temps en tout cas, ouais. Et du coup, le prototype que tu l'as fait tester, bah, justement à ton boulot, parce que tu travailles avec les enfants? Ouais, je travaille avec les enfants. Alors ce jeu-là se prête pas forcément aux enfants finalement, enfin en tout cas au public que j'accompagne. Par contre, j'ai commencé un prototype de jeu enfant et donc effectivement là, c'était l'occasion aussi, de manière générale dans ma pratique, le jeu a une place importante parce que je trouve que c'est un outil hyper intéressant pour développer des tonnes de compétences chez les enfants et aussi pour valoriser, l'expression. De nombreux outils ou de nombreux jeux qui permettent, voilà de développer l'expression émotionnelle, la communication, tout ça. Et donc les enfants savent quand ils viennent me voir qu'on termine toujours l'entretien par, un petit jeu. Et bah, là, c'était l'occasion et c'est vrai que cette fois, je leur ai dit que c'était pas eux qui allaient choisir le jeu, mais que je leur proposais moi de jouer à celui-là et que ce serait intéressant que j'ai leur retour, pour voir comment ça fonctionnait. Alors, la difficulté avec les enfants, c'est qu'ils sont quand même hyper indulgents et que je pense que là, pour le coup, effectivement, ils ont pas envie de nous blesser ou
Ou pas, peut-être que juste ça leur plaît et ils aiment bien ça, mais en tout cas, de le faire jouer, ça m'a permis moi de me rendre compte de ce qui fonctionnait pas et de ce qui était bancal, même si a priori les enfants s'en sont pas rendus compte. Jeu que tu as actuellement, tu as pu le faire tester peut-être à tes collègues au boulot? Alors mes collègues, non, pas encore. On peine, encore une fois, on peine à trouver du temps, ensemble. Enfin, ce serait chouette qu'on ait vraiment des temps comme ça de jeux tous ensemble et on l'a fait à une époque. Alors je crois que c'était il y a 2 ans, les étés il y a 2 ans où je ramenais des jeux pour qu'on puisse, passer un peu de temps autour d'un jeu et je trouve que voilà, ça regroupe aussi puis ça permet de passer des bons moments, surtout dans des moments où voilà, l'institution est pas, au meilleur. Là, ces derniers temps, on n'a pas eu vraiment le jeu, donc pas eu vraiment le temps, donc c'est vrai que le prototype, je le fais davantage jouer à des amis, à de la famille, ou bien, à des inconnus dans des bars à jeux ou des choses comme ça. Et du coup, tu es une grosse joueuse, donc tu joues très régulièrement? J'aimerais jouer plus. J'aimerais jouer plus. En fait, je jouais pas mal quand, j'étais encore étudiante et que j'habitais à Tours, puisque j'avais des amis autour de moi qui jouaient pas mal aussi. Enfin, ma famille reste très joueuse et cetera. J'ai un conjoint qui est moins joueur que moi, alors on va se retrouver autour des jeux d'enquête, où là, on va pouvoir passer des heures sur les jeux d'enquête et où ça va bien fonctionner. Mais je vais un peu moins sortir, d'autres jeux avec lui, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien aller sur les festivals, c'est que là, c'est le moment où voilà, je sais que je peux jouer à plein de jeux avec des gens qui adorent jouer et c'est des bons moments. Est-ce que, tu achètes beaucoup de jeux de société? Je sais pas, c'est quoi beaucoup? J'essaye d'être raisonnable. C'est pas évident. Enfin, en fait, à chaque fois que je vais à un festival, oui, je repars avec au moins un jeu parce qu'il y a quelque chose qui m'a tapé dans l'œil ou il y a peut-être aussi un peu ce côté, souvenir d'un moment partagé finalement dans le jeu. J'essaye de faire tourner ma ludothèque pour en stocker le moins possible. Là, je pense qu'on est autour de 140 jeux à peu près. J'avais dit que quand il y avait plus de place dans la Kallax, j'arrêterais d'en acheter, mais on a racheté une Kallax, donc ça compte pas. Ben, c'est ton plaisir, quoi. Ouais, complètement, complètement. Mais du coup, il y a ce côté un peu frustrant de c'est vrai qu'il y a voilà, comme j'essaie de faire tourner les jeux, j'essaie de garder ceux que j'aime le plus et ceux qui m'attirent le plus ou auxquels j'ai le plus envie de jouer. Mais comme j'ai pas forcément les joueurs pour, là autour de moi, en tout cas tant qu'on vit à Bourges, ça peut avoir un côté un peu frustrant de pas les sortir, autant que j'aimerais. Et bah, justement, est-ce que tu peux, reparler un peu, de l'intérêt des jeux de société auprès des enfants? Les jeux de société, en fait, je m'en sers pour différentes choses. J'aime bien utiliser, le petit jeu Totem, je sais pas si ça te parle, qui est Mmh. un petit jeu qui permet de trouver son animal totem, donc moi les jeunes, ça me permet aussi beaucoup de travailler, auprès d'eux, leur estime d'eux-mêmes, leur, confiance en eux, de les valoriser, en tout cas de valoriser leurs compétences. Enfin là, les jeunes que je rencontre, c'est souvent des jeunes qui ont une toute petite estime d'eux-mêmes ou voilà, avec lesquels faut travailler avec eux sur ça. Donc ça marche super bien. Après, pour tout ce qui est développement de la créativité, c'est chouette aussi, des relations. Moi, en tout cas, ça me permet aussi d'établir une bonne relation, avec le jeune et que le jeune vienne plus facilement vers moi, que ce soit vraiment, un lieu positif pour lui et qu'il puisse s'en saisir comme ça. Principalement dans l'idée, c'est ça. Après, c'est ça parce que c'est le public que j'ai, me pousse à travailler sur ces points-là. Mais je sais que ça permettrait aussi de développer énormément d'autres compétences, enfin voilà, intellectuelles, que de pouvoir, jouer avec les enfants. Tu disais, les enfants, c'était de 0 à 21 ans, c'est ça? J'accompagne des jeunes de 0 à 21 ans, donc c'est assez varié. Et forcément, je les accompagne pas tous sur les mêmes problématiques. Les plus petits, je joue beaucoup avec eux, mais alors c'est pas forcément du jeu de société, ça va être beaucoup de jeux de figurines, des petits Playmobil, des choses comme ça, ce qui me permet de voir bah, voilà, comment ils sont capables de mettre en scène un quotidien, par exemple, qu'est-ce que c'est le quotidien pour eux. À travers ça, ils expriment quand même beaucoup de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, donc c'est des outils hyper riches. Mm. Et tu dois quand même avoir, plusieurs jeux de société, directement là-bas à ton boulot alors? Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, j'en ai quand même pas énormément. J'aimerais en avoir plus et on est assez limité dans les financements en termes d'outils. Donc, je réclame, mais ils n'arrivent pas toujours. Donc, pour l'instant, ouais, c'est assez limité quand même ce que j'ai. Ça reste surtout des jeux, voilà, pour passer un bon moment ou bien pour développer
l'estime d'eux-mêmes ou bien pour, travailler sur l'expression. Enfin, j'utilise par exemple des images du Dixit comme, photolangage, qu'ils puissent appuyer dessus pour parler, développer des choses. Voilà, dans l'idée, c'est ça et puis après il y a aussi des jeux qui n'ont pas forcément de vocation précise au moment où je les utilise. Alors je détourne aussi beaucoup parfois, hein, les règles pour pouvoir travailler sur des points précis. Mais même s'ils n'ont pas de vocation précise, en tout cas, ils me permettent de travailler l'alliance thérapeutique avec les jeunes et ça facilite quand même les échanges ensuite. Et puis c'est intéressant aussi au niveau dans la relation à l'autre. On a des jeunes qui peuvent être en difficulté pour échanger avec les autres, qui peuvent être dans la crainte de l'autre ou bien au contraire être en tout cas pas à la bonne distance avec les autres. Et à travers le jeu, on arrive à retravailler un peu tout ça. Est-ce que tu pourrais donner une définition du mot joueur? C'est une excellente question, parce que je pense qu'on peut être joueur, de tellement de manières différentes, en fait. Enfin, quand on était enfant, on était joueur, ne serait-ce que quand on jouait à cache-cache ou, quand on jouait, pas forcément à des jeux de société, enfin, jouer à la poupée et cetera, c'est être joueur. Être joueur, ça peut aussi être, interprété comme, voilà, vouloir aller un peu taquiner les autres, et cetera. Je pense qu'en fait, ce qui se retrouve principalement dans le fait d'être joueur, c'est ah, pas que. J'allais dire, c'est beaucoup la relation à l'autre. Je pense que le jeu est un moyen hyper intéressant d'entrer en interaction avec l'autre. Et à la fois, on a aussi des joueurs solo qui jouent beaucoup au mode solo des jeux. Quel est ton jeu du moment et bah, quels sont les jeux de société que tu aimes en particularité? Alors, jeu du moment, pas jeu préféré de tous les temps. Je sais pas si j'ai vraiment un jeu du moment. Alors là, si récemment, j'ai quand même eu une grosse période sur Loot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait. J'aime beaucoup le fait de devoir optimiser au maximum notre territoire chez nous, l'interaction avec les autres sur le plateau central. Enfin voilà, c'est un jeu que j'ai pas mal poncé les derniers temps, auquel j'ai beaucoup joué. En tout cas, j'ai pas mal joué dessus sur BGA aussi. Après, si je devais parler de mes jeux favoris, mais je pense qu'ils ont aussi une place parce que c'est des jeux que j'ai adoré parmi les premiers auxquels j'ai vraiment joué, en tout cas parmi les premiers dans la période où je suis rentrée vraiment dans le monde du jeu. Il y a Wingspan que j'aime d'amour et puis It's a Wonderful World que j'aime beaucoup aussi. Pareil, dans tout ce qui demande de planification pour réaliser les choses au mieux. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. En fait, il y a Cédric Baelen qui fait des interviews aussi sur YouTube et qui l'avait interviewé, pareil, en lui demandant quel était son jeu préféré. Et ce à quoi il avait répondu que finalement, il ne jouait plus les jeux, mais qu'il jouait davantage les gens. Et je pense que je suis assez dans cette dynamique-là aussi parce que c'est vraiment voilà, passer un bon moment avec des gens et je pense que je pourrais jouer un peu à tout type de jeu, que ce soit voilà, du jeu familial, du jeu d'ambiance, du jeu un peu plus expert, tant que ça me permet de passer un bon moment avec les gens avec qui je joue. Comment tu arrives, parce que je pense que du coup ça fait le lien avec ton métier, de trouver le bon jeu de société en fonction des personnes avec qui tu es? Ça, je pense que c'est aussi, alors au-delà de faire le lien avec mon métier de psycho, ça fait le lien aussi avec quand j'étais vendeuse en boutique. Voilà, de réussir à associer les personnes au jeu. Les personnes avec qui je joue, à force, je sais ce qu'elles aiment ou ce qu'elles aiment pas. Forcément, je tente des trucs au début et des fois on se trompe. Bon, déjà, ça dépend du nombre de joueurs qu'on est. Ça, c'est sûr que c'est parfois plus difficile de trouver un jeu expert ou stratégique quand on est sur un grand nombre de joueurs où on va être davantage dans du jeu plus d'ambiance dans ce qui existe. Après, voilà, ça dépend du moment, de ce qu'aiment les gens. Voilà, j'aime bien proposer, en fait, en général, j'essaye d'évaluer ce qu'ils vont apprécier. Je propose 2 ou 3 jeux en leur expliquant en quelques phrases ce que c'est et puis je les laisse choisir finalement. Est-ce que tu penses que bah, le jeu de société, il a son intérêt dans le lieu du travail? Moi, dans le milieu du travail, complètement, dans ma pratique, en tout cas auprès des jeunes. Mais maintenant, je pense qu'entre collègues, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, ne serait-ce que pour favoriser la cohésion d'équipe, d'avoir des moments un peu off. Alors effectivement, c'est des choses qui peuvent se faire autour d'une pause repas, qui peuvent s'organiser. Après, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes flexibilités, les mêmes possibilités pour mettre ces choses-là en place dans le milieu du travail. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Mais de la même manière que sont utilisés les escape games aussi pour favoriser cette cohésion d'équipe, de plus en plus le jeu l'est aussi. Et justement, tu fais des escape games? Ça m'arrive, ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime bien les jeux d'enquête de manière générale, les escape games, c'est chouette. Et puis j'ai un groupe d'amis qui aiment bien ça aussi, donc Et avec le groupe d'amis là, tu joues aussi aux jeux de société ou justement ils aiment un peu moins? si, ils aiment les jeux, ouais, ouais. Après, je pense qu'une fois qu'on a le
pied dans le monde du jeu, je pense que ça va assez vite aussi de finir par aimer beaucoup de choses. Alors forcément, avec nos préférences, et on n'a pas tous les mêmes sensibilités à tout. J'ai l'impression que le milieu ludique, quand même, bon, tu mets un pied, souvent tu rentres par quelque chose d'un peu plus jeu d'ambiance ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, tu découvres tout ce qu'il y a d'autre derrière qui existe. Et progressivement, malgré tout, j'ai l'impression que si on aime jouer à un type de jeu, on va quand même apprécier jouer de manière générale, même si forcément il y a des expériences qui plaisent plus à certains qu'à d'autres, quoi. Tu disais que donc tu avais une page, Instagram. Qu'est-ce que tu publies souvent, sur cette page? Alors, au tout début, l'idée de cette page, c'était de pouvoir parler de jeux de manière générale, parler de jeux que j'appréciais, parler de nouvelles sorties. Et je voulais me démarquer un peu de ce qui existait déjà. Donc, c'est devenu Meeples Bubbles parce que l'idée, c'était de faire parler les pièces à l'intérieur des boîtes de jeux, de leur donner la parole et de faire ça un peu presque sous la forme de petites BD pour expliquer les jeux ou pour parler des jeux. Et finalement, très vite, c'est devenu une contrainte qui me limitait un peu dans ce que je pouvais proposer. Donc aujourd'hui, je me détache un peu de cette idée-là. Et puis, j'étais très active quand j'étais étudiante parce que j'avais le temps de le faire. Aujourd'hui, j'ai un peu moins le temps, donc je suis moins active. Je vais pas mal partager en story les choses que j'apprécie, les jeux auxquels je joue. Maintenant, je vais un peu moins prendre le temps de faire des posts, ou quand je vais faire des posts, ça va être davantage lié à des événements sur lesquels je suis allée ou ce genre de choses. Mais j'aimerais y consacrer plus de temps aussi. Pourquoi le nom, Meeples Bubbles? Mi- Meeples Bubbles. Alors Meeples parce que les Meeples c'est les petits pions qu'il y a dans les boîtes de jeux. En fait, ça vient de Carcassonne à la base, ces petits pions, ces petits personnages qu'on retrouve maintenant dans plein de boîtes de jeux. C'est la contraction de My People et donc voilà, c'est devenu Meeple. Et donc Meeples Bubbles parce que bah, bulles de Meeple quand je les faisais parler à l'époque et qu'ils avaient leur petite bulle de BD quoi. Est-ce que tu es heureuse de pouvoir créer un jeu de société à deux? Est-ce qu'il y a des contraintes, des avantages? Clairement, je suis heureuse de pouvoir créer un jeu de société à deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment ce truc euh, d'être à deux au niveau de la créativité, c'est hyper riche parce qu'on se répond et il y a cet effet balle de ping-pong qui peut arriver. Au-delà d'être heureux de créer un jeu de société à deux, je suis heureuse de le créer avec Flo parce que c'est un auteur qui a de l'expérience et ça m'apporte tellement de faire ça avec lui parce que bah, voilà, il connaît toutes les étapes du processus créatif, il sait identifier assez rapidement quand on va dans une bonne direction, quand on va dans une mauvaise direction. Il a les bons contacts aussi. Enfin, c'est hyper riche en fait de pouvoir travailler auprès de lui et pour ça je suis vraiment hyper reconnaissante quoi. Mais au-delà de ça, j'ai aussi bon, un autre prototype que je travaille avec quelqu'un d'autre et oui, ce travail à deux est hyper intéressant. En fait, effectivement, on travaille à distance, donc c'est pas forcément le plus simple, on se voit pas hyper régulièrement, mais dans l'idée, on s'appelle très régulièrement, on est assez souvent au téléphone ou assez souvent en visio pour pouvoir travailler sur le jeu. Il y avait souvent des échéances qui nous boostait plus, enfin, notamment, voilà, l'an dernier, on a commencé à le travailler en août. Peu de temps après, il y avait le festival de Vichy, donc ça a été cette première échéance où on a pas mal travaillé. Après Vichy, on a pris le temps de travailler un peu moins, de réfléchir aussi, d'élaborer un peu nos idées. Et puis, on a retravaillé finalement à l'approche du festival de Cannes. Puis après, il y avait l'Alchimie. Tous ces festivals, finalement, c'est des échéances sur lesquelles, bon, on va davantage se concentrer sur le jeu. Mais oui, en fait, on s'envoie très régulièrement des messages on réfléchit de notre côté au jeu forcément, mais on est en lien directement en fait. Dès qu'on a une idée, on se l'envoie, on en parle, on voit ce que ça donne quoi. Et c'est pour ça que c'est important quand même de participer, au festival, bah, pour avoir, ce contact physique, en fait. Complètement, c'est le moment où on se voit et où on peut retravailler pour de vrai sur le jeu ensemble. Et puis ne serait-ce que, enfin voilà, jouer, on a joué pour la première fois à notre prototype ensemble en décembre, alors qu'on travaillait dessus depuis août. Et c'est quand même, voilà. Mais c'était chouette. Oui, les festivals sont hyper importants pour ça, et à la fois pour nous se voir et continuer à le travailler, et à la fois pour pouvoir en parler à des personnes du monde du jeu, pour pouvoir le faire jouer à d'autres personnes, à d'autres auteurs j'ai remarqué qu'il y a beaucoup ça aussi dans le monde du jeu, en France en tout cas, où les auteurs
s'entraident beaucoup finalement, se font jouer les uns les autres leurs prototypes, se donnent des retours et cetera et c'est hyper chouette. Quels sont les conseils que tu donnerais à des créateurs de jeux? C'est difficile parce que je ressens pas encore toujours la légitimité de pouvoir donner des conseils là où enfin voilà, moi je peux avoir un syndrome de l'imposteur, plus et me dire déjà, que c'est fou que je j'ai réussi à faire signer un jeu. Donc c'est difficile de donner des conseils. Maintenant, je pense que ce qui est important, déjà, c'est de faire un jeu qui nous plaise et puis c'est de se concentrer sur les émotions des gens, en fait, sur ce que ça procure, ça, je pense que c'est quelque chose d'important, ouais. Dans les conseils de base, c'est surtout de pas avoir peur de tester et d'essayer et de pas laisser ses idées sur un cahier, quoi. Faut faire. Ce qui frustre souvent les joueurs, donc, c'est de lire les règles pour pouvoir y jouer. Quelles sont tes astuces pour éviter de lire les règles d'un jeu de société? Il y a de plus en plus de vidéos règles. On gagne un gain de enfin, c'est un gain de temps, énorme. Alors, c'est parfois risqué parce que ça arrive qu'on tombe sur des vidéos règles où il manque quelque chose ou bien, au final, on va jouer pendant des mois sans se rendre compte qu'on joue pas de la bonne manière. Les vidéos règles, c'est quand même chouette. En fait, ce qui moi, je lis pas trop de règles de jeu, en fait, là, je me rends compte. Alors ça m'arrive, hein, mais c'est pas le plus courant. Finalement, la plupart des jeux, je les découvre en festival. Donc il y avait un animateur, exprès qui était là pour m'expliquer les règles. Une fois que je connais les règles, c'est plus facile de les réexpliquer une fois qu'on a déjà joué une première fois. Mais autrement, oui, il y a les vidéos règles, BGA, c'est bien aussi pour faire des premières parties parce que ça permet, de se rendre compte de, voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Même parfois après avoir déjà joué à un jeu, on joue sur BGA puis on se rend compte qu'en fait, il y a une règle qu'on faisait pas correctement parce que finalement sur BGA, ça marche pas. Quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées, bah, justement pour, créer, ton prototype, de jeu de société et pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Je pense que les difficultés que j'ai eues au début, alors elles sont assez peut-être propres à moi et propres au fait que c'était mon premier jeu. Ça a été de me confronter au fait de devoir, très régulièrement tout casser pour recommencer. Et c'est assez dur quand enfin voilà, on s'accroche à une idée qu'on a au début et en fait, on se rend compte que ça marche pas et cette idée, faut l'abandonner. On sait que c'est pour faire mieux, mais c'est vraiment le processus créatif, c'est que ça en permanence et ça, j'ai pu l'expérimenter donc sur ce prototype-là, mais j'ai pu l'expérimenter aussi lors des 2 game jams que j'ai fait. Voilà, on crée, puis on casse, puis on recrée, puis on recasse, et ça peut être frustrant au début d'avoir l'impression de toujours retourner en arrière, en fait, alors que non, on continue à avancer, ça fait partie du processus, quoi. Et là, ben, quels sont tes futurs projets pour l'avenir? Bah, là, du coup, ça va être de beaucoup travailler sur ce jeu qui est signé, mais qui sort que dans 2 ans, donc sur lequel, voilà, va falloir qu'on fasse encore pas mal de choses. En termes de projets vraiment, concrets aujourd'hui, enfin, là, j'ai rien d'autre de signé mais j'ai quelques protos, sous le coude. En tout cas, j'en ai, un autre, avec un coauteur et puis j'en ai quelques-uns toute seule. Donc enfin, j'en ai même en fait, j'en ai un avec un coauteur et puis un avec 3 co-auteurs enfin, c'est le prototype de la Game Jam sur lequel on va continuer à travailler tous ensemble. Donc plusieurs jeux que j'espère pouvoir voilà, réussir à amener jusqu'au bout et réussir à présenter à des éditeurs. Quels sont les conseils que tu donnerais à des joueurs? De bien choisir les personnes avec qui elles jouent pour passer un bon moment en fait. Non, oui, de s'amuser en fait. Enfin, et à des joueurs qui seraient des joueurs pas forcément, hyper, habitués au monde du jeu et cetera, à pas hésiter à aller en festival, à aller rencontrer du monde, à aller voir, c'est vraiment, un milieu hyper chouette, hyper chaleureux et c'est une expérience, super. Et qui, selon toi, je pourrais, interviewer? Marine et Robin du Grenier Ludique. Ils ont Mmh, une application en fait qui est une application de, prêt de boîtes de jeux de société, enfin de d'accord, location ou de prêt de boîtes de jeux de société d'accord. et qui est assez intéressante pour pouvoir, voilà, jouer sans surconsommer non plus, les boîtes de jeux et Ouais. rencontrer des joueurs aussi, enfin voilà. Bah, merci en tout cas pour, ton partage, et ton parcours. Bah, merci à toi. C'est super, intéressant et enrichissant et bah, on en apprend, tous les jours, même, quand tu es dans le processus de création. C'est clair, complètement, ouais. Bon courage à toi pour la suite et puis, bah, à la prochaine alors. Merci. Bonne fin de journée. Salut. Ouais, toi aussi. Salut.